Bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Loïc Dolbeau, en charge du marketing digital chez Francaire. Bienvenue dans ce webinaire consacré aux solutions pour une qualité d'air intérieur optimale dans les bâtiments tertiaires. L'objectif de ce webinaire, c'est de faire un point sur les labels confort d'usage. Et pour ce sujet, nous sommes accompagnés de Céline Desportes, chef marché tertiaire chez Francaire, et également de Socotec avec Yann Labat, qui est directeur des projets qualité et environnement. Nous sommes environ 130 participants. Je vous rappelle que vous pouvez mettre en plein écran si vous souhaitez voir la présentation de manière très agrandie sur votre écran. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On prendra une quinzaine de minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Vous avez l'espace chat pour échanger de manière collaborative entre vous et l'espace questions si vous souhaitez nous poser des questions. Vraiment, n'hésitez pas. Nos deux experts sont là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite un webinaire. Céline, je te passe la parole. Oui, bonjour et bien à nouveau bienvenue dans ce webinaire solutions pour une qualité d'air optimale autour de la santé et du bien-être. Donc comme le disait Loïc, je suis Céline Desportes, chef marché tertiaire chez Francaire et je suis accompagnée de Yann Labat de Socotec Immobilier Durable. Je suis désolée, je suis obligée de porter un masque car je suis dans un hôpital et tout va bien, mais c'est simplement par respect, j'étais obligée de vous signaler que je devais porter ce masque. Les gestes barrières. Nous allons passer 45 minutes ensemble. L'idée, c'est vraiment de présenter un travail collaboratif qui a été fait entre Francaire et la Socotec Immobilier Durable pour mettre en exergue les liens, les connexions entre la ventilation et les labels confort d'usage et labels environnementaux. On répondra à l'ensemble de vos questions, à toutes vos questions à la fin de cette session. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser les questions. Et de toute manière, vous allez recevoir le replay du webinaire à la fin. Bon webinaire à tous. Donc, dans le contexte actuel, cette épidémie Covid, nous avons recours à pas mal de solutions en matière de construction et de ventilation qui sont demandées pour assurer la sécurité sanitaire et le confort des occupants. Donc, dans ce cadre-là, les labels confort d'usage et les certifications spécifiques type WELL Osmose ou généraliste HQE BREEAM sont des outils qui deviennent stratégiques pour les années à venir et qui vont servir de garantie pour offrir une ambiance saine et confortable aux occupants. Il existe pas mal de solutions autour de la ventilation, qualité d'air intérieur, donc QAI, pour répondre à ces exigences. Au sommaire, nous allons aborder ce qu'est la qualité d'air intérieur, QAI. Nous allons parler des labels confort d'usage et nous évoquerons les solutions qui existent répondant à ces exigences. Nous terminerons par une brève présentation de Socotec Immobilier Durable et de Francaire. Je laisse la parole à Yann. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Comme l'a précisé Céline, aujourd'hui nous allons parler de la qualité d'air intérieur. À titre introductif, la planète et la France, mais la planète connaît des problèmes de qualité d'air sur l'ensemble de la zone. Tous les habitants de la planète sont concernés par ce sujet. On compte environ 7 millions de décès par an, dont 600 000 enfants à cause de la pollution de l'air. Alors, des impacts évidemment et évidents sur l'aspect maladie pulmonaire, infection respiratoire, mais aussi sur l'aspect cardiovasculaire. Et un chiffre qui parlera, je pense, à tout le monde, 3 enfants sur 4 sont exposés à un air toxique dans les établissements concernés. Quelques chiffres à titre introductif. Aujourd'hui, l'ANSES, qui est l'Agence nationale pour la santé et l'environnement au travail, a estimé un coût de 20 milliards d'euros sur l'impact de la pollution de l'air en France. À titre indicatif, la pollution de l'air entraînerait à peu près 20 000 décès par an.
Mais au-delà de ces aspects, je dirais, de santé, il y a un aspect aussi de productivité qui est directement lié, puisque dans le cas où on aurait une pollution de l'air, je dirais, diminuée dans les bâtiments, ça pourrait être un levier sur l'absentéisme et on pourrait réduire l'absentéisme d'environ 10%. Nombreux sont les acteurs qui se sont mobilisés, acteurs du bâtiment, qui se sont mobilisés sur ces sujets. À titre informatif, on peut parler effectivement de la Fédération française du bâtiment, on peut parler de l'Alliance HQE, qui a publié soit des guides et des bonnes pratiques pour aider en parallèle des réglementations et des différents labels et certifications qui existent, mais également des témoignages qui peuvent être intéressants à feuilleter et à découvrir pour comprendre ces sujets de qualité d'air intérieur qui mobilisent, encore une fois, de façon très active tous les acteurs du bâtiment. Au-delà de la réglementation qui existe, qui est relativement efficiente en France, les labels et certifications présentés peut-être sous forme peut-être d'un millefeuille un peu indigeste par moment, sont présents. On peut citer des labels, plutôt des certifications environnementales très généralistes, qui sont comme le HQE bâtiment durable, nouveau référentiel qui existe depuis octobre 2016 et qui est en V3. Le BREEAM, qui est un label, un certificat, je vais y arriver, pardon, un certificat qui existe et qui est anglo-saxon, et le LEED, qui est un label américain. Au-delà de ces labels environnementaux globaux, qui traitent un petit peu de tout sujet, on a des labels qui existent, type WELL, Osmose et Fitwel, qu'on va voir un peu plus en détail. Le WELL qui est américain, Osmose français et Fitwel qui est américain, et qui ont la particularité d'être focus sur la qualité et le confort et santé bien-être dans le bâtiment et qui vont traiter peut-être plus spécifiquement des sujets de qualité d'air intérieur dans le bâtiment. Si on fait un petit focus sur les certifications environnementales globales, comme je l'ai rappelé, il existe donc le HQE bâtiment durable, qui, autour de 4 thématiques, va travailler sur le respect de l'environnement, sur la performance économique et sur la qualité de vie. C'est dans ce dernier thème qu'on va retrouver tout ce qui fait attrait en fait au confort et aux santé et bien-être et donc au traitement de l'air dans le bâtiment. Mais encore une fois, ce n'est qu'un thème qui est mêlé à la performance énergétique, au transport, à l'eau, qu'on va pouvoir traiter dans ce référentiel qui a largement fait ses preuves depuis de nombreuses années. Le pendant anglais, qui est le BREEAM, encore une fois sur le même principe. Alors à chaque fois, on va le voir un peu plus en détail après, mais il y a des bonnes pratiques qui se complètent ou qui parfois se chevauchent sur le sujet de la qualité d'air intérieur. À titre d'exemple, oui, juste pour finir sur le LEED, sur le même principe, on a aussi différents thèmes dans un environnement un petit peu global, notamment autour de l'énergie de l'atmosphère et notamment autour de la qualité d'air intérieur, Indoor Environmental Quality, que vous voyez aussi sur cette slide. Si on fait un petit focus sur les bonnes pratiques, notamment au travers des certifications HQE, BREEAM et LEED. On peut citer quelques bonnes pratiques qui parleront de façon un peu plus conséquente. L'idée, c'était pas forcément de rentrer dans la certification, mais c'était d'avoir en tête quelques bonnes pratiques qui sont mises en lumière par les certifications. C'est tout d'abord le choix des matériaux dans le bâtiment. C'est de travailler sur des matériaux qui sont peu émissifs en COV, donc composés organiques volatiles, qui sont à l'origine de pathologies pulmonaires, et qui peuvent être problématiques dans les bâtiments. Autre bonne pratique, notamment sur les chantiers, c'est le bouchage des gaines de ventilation avant la mise en service. C'est des choses qui commencent à se mettre en place sur les chantiers, mais qui restent encore à surveiller. Si on raisonne un petit peu après je dirais la mise en vie du bâtiment,
Il y a un certain nombre de protocoles qui peuvent être aussi utilisés, notamment des tests de polluants pour vérifier les limites d'émissions, notamment qui sont données soit par la réglementation, soit par l'OMS, et des moyens, des systèmes de surveillance qui peuvent être laissés soit en one-shot, soit en continu, de manière à vérifier qu'on est bien sur ces limites de polluants acceptables par la réglementation ou par les recommandations médicales. Et au-delà de ça, il existe notamment, alors plus sur l'aspect, plus sur les certifications, je dirais anglo-saxonnes et américaines, des procédures qui permettent de traiter justement ces surexpositions qui arrivent au moment où le bâtiment est livré. On a un phénomène de relargage qui se passe sur les produits et sur les matériaux qui sont mis en place sur le projet. Il peut y avoir une surexposition. Donc, il y a des procédures qu'on appelle une procédure de flush out, une surventilation, hein, ni plus ni moins, qui permettent de pouvoir traiter efficacement ces sujets et d'être dans un bon sens, je dirais, d'exposition et acceptable. Les systèmes de filtration, évidemment, qui sont performants et qu'on va adapter. Évidemment, le sujet et la relation est assez simple. D'imaginer qu'on ne traite pas un bâtiment au niveau de sa filtration de la même façon que le bâtiment se trouve à proximité d'une autoroute ou d'un axe sujet à pollution, ou que le bâtiment se trouve, je dirais, en pleine campagne. L'air extérieur va avoir un impact direct sur le système de filtration qui va être mis en place sur le bâtiment. De la même façon qu'on a parlé des certifications et des labels environnementaux globaux, donc HQE, BREEAM, LEED, à titre d'exemple, on a donné quelques bonnes pratiques. On peut également faire le focus, c'est ce qu'on va voir dans la slide d'après, sur les certifications et labels plus traités sur l'aspect confort santé. Alors, juste pour un petit point d'arrêt, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Encore une fois, bienvenue à tous. Nous sommes très contents d'être aussi nombreux. On va prendre vos questions après. On les traitera du mieux qu'on peut avec grand plaisir. On a pu voir l'émergence de différents labels environnementaux qui ont donné un peu le pas sur comment concevoir un bâtiment un petit peu différemment. Et aujourd'hui, la tendance n'est plus de faire un label environnemental ou une certification environnementale globale, mais de traiter également l'aspect confort, santé, bien-être, puisque on s'est aperçu assez logiquement que la lumière, l'apport de lumière naturelle, que l'environnement sonore, que la proximité d'un environnement biophile et je dirais, de l'accessibilité du site, donc tout ce qui va faire composer le site dans son aspect confort et santé, va avoir un impact direct sur la santé, que ce soit au niveau du système nerveux, assez logiquement, mais aussi au niveau du système respiratoire, du système cardiovasculaire, etc., etc. Donc, à partir de ces conclusions, différents organismes se sont mobilisés pour pouvoir travailler sur des labels beaucoup plus centrés sur l'utilisateur. C'est ce qu'on va pouvoir voir dans la slide d'après, qui a vu l'émergence de deux labels, qui sont le label WELL et le label Osmose. Donc le WELL étant le plus connu, hein, c'est le label, je dirais, américain qui a donné le pas sur cet aspect centré sur l'utilisateur et qui traite des facteurs dont j'ai parlé sur la slide d'avant, à savoir l'air, l'eau, la façon dont on se nourrit, la nourriture étant la première médecine, et la lumière, la façon dont on s'entretient, donc le fitness, le confort et l'esprit. Donc là, aujourd'hui, on va voir en fait que au travers de ces labels, je vais parler du label Osmose après, mais au travers du label WELL, le thème de l'air et du traitement de l'air, de la façon dont on surveille la qualité d'air, est beaucoup plus développé et beaucoup plus, je dirais, traité de façon plus approfondie
que des labels type HQE, BREEAM, qui sont vraiment très, très globaux, qui sont différents en fait, hein, c'est clairement. On a le pendant français qui est Osmose, donc développé par l'organisme que certains d'entre vous connaissent, qui est Certivea. Et sur la même base, on va retrouver cette notion de santé environnementale, donc c'est une autre appellation, mais également d'autres thèmes qui vont influencer directement l'utilisateur, le collaborateur, dans son environnement et dans son bâtiment, à savoir l'hygiène de vie, mais aussi, et c'est, je dirais, une des différences qu'on peut noter avec le label Osmose par rapport à Well, c'est l'aspect ressources humaines. De quelle façon le bâtiment, les utilisateurs et les ressources humaines, donc je dirais, se mettent en lien pour pouvoir créer un cadre de vie sain et permettre à l'utilisateur de travailler dans de bonnes conditions. De la même manière qu'on a fait un petit focus sur quelques bonnes pratiques, sans forcément de rentrer dans le détail des certifications, sur le Well, on peut citer quelques bonnes pratiques qui vont parler un petit peu à tout le monde. On retrouve certains thèmes qui sont, je dirais, assez globaux, c'est-à-dire le choix de matériaux peu émetteurs en COV, donc qui vont être certifiés ou alors biosourcés, qui prennent un peu le problème à la source. Euh, il y a aussi d'autres systèmes dont on a parlé aussi, c'est-à-dire la procédure de surventilation qui permet d'éviter le syndrome de bâtiments aujourd'hui qui sont de plus en plus étanches et beaucoup plus enclin à travailler à retenir, pardon, je cherchais mes mots, à retenir les polluants qui pourraient être émis, puisqu'on sait quand on livre un bâtiment, on a un phénomène de relargage assez conséquent de ces composés organiques volatiles. Donc, surventiler le bâtiment, l'aérer, hein, ni plus ni moins, mais également de travailler sur un suivi en continu au moment de l'exploitation du bâtiment, de manière à avoir une qualité d'air continue et régulière à partir d'un testing qui est fait par des petits modules. Céline en parlera beaucoup mieux que moi, qui permettent de monitorer efficacement la qualité d'air et de pouvoir l'adapter ensuite en exploitation avec des systèmes classiques et de réguler via le mainteneur. On a évidemment parlé de la filtration, donc on ne filtrera pas de la même manière suivant la typologie de bâtiment, mais évidemment suivant l'emplacement du bâtiment. Donc là, il y a un certain nombre de filtrations et de traitements qui sont demandés dans le cadre de la certification WELL, et notamment aussi la ventilation, puisqu'on a parlé de la filtration, mais on a parlé aussi du type de renouvellement d'air. On ne va pas avoir forcément le même débit sur des bâtiments selon leur destination. Et puis, il y a aussi d'autres aspects qui peuvent être source de pathologies respiratoires, c'est-à-dire le contrôle des moisissures, notamment sur les organes de régulation et de traitement de l'air. Autre point aussi, puisque c'est un peu tous ces aspects-là qui s'entremêlent, mais qui peuvent être problématiques et peuvent se cumuler sur un bâtiment, c'est les procédures de nettoyage des locaux. Et qui permettent d'être dans une continuité de travail sur ces notions de qualité d'air intérieur. Même sujet sur l'aspect osmose, sur la slide d'après. On reste toujours dans cette logique d'utiliser des matériaux peu émissifs, voire pas émissifs du tout. On est toujours dans cette notion de qualité d'air intérieur. La seule petite, je dirais, approche, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus poussé sur la communication et la sensibilisation des occupants sur ces sujets de qualité d'air intérieur. Montrer qu'on faire des choses dans le bon sens, c'est très bien. Montrer qu'on les fait et communiquer et être transparent sur ces sujets-là permet aux utilisateurs de se sentir dans un bâtiment relativement sain. Voilà, pour les grands aspects. Sur la slide d'après, on a souhaité faire un petit focus parce qu'on a parlé du marché tertiaire. Sachez que pour les acteurs du résidentiel, il existe un label qui s'appelle, alors ne réglez pas vos lunettes ni votre ordinateur, il n'y a pas de faute sur le nom du label intérieur. C'est un joli jeu de mots réalisé par l'APQAI, pardon, donc qui est un label
qui a été fait par l'Association de promotion de la qualité d'air intérieur du bâtiment, qui réunit un panel je dirais d'acteurs sur ce point et qui permet d'accompagner les maîtres d'ouvrage lors de la construction de logements collectifs et qui vise plutôt à travailler sur vraiment quelque chose de très particulier qui est la qualité d'air intérieur. Donc, on va travailler autour de 4 axes qui sont la sensibilisation des différents intervenants, l'intégration donc du bâtiment dans son environnement immédiat, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne traite pas de la même manière suivant qu'on est, je dirais, dans une grande ville ou plutôt dans un milieu un peu plus reculé, les matériaux et effectivement le renouvellement de l'air au sein du bâtiment. On va souhaiter faire un petit focus là-dessus parce que on parle énormément du tertiaire, mais on a tendance à peut-être un petit peu laisser, je dirais, le résidentiel de côté et c'est intéressant d'avoir en tête qu'on peut aller vers ce type de démarche sur le marché résidentiel. Sur cette slide, l'idée d'un partenariat a naturellement vu le jour entre Socotec Immobilier Durable et Francaire pour travailler sur la cohérence entre les certifications environnementales d'un côté et l'aspect, je dirais, constructif et technique d'un autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je souhaite faire une surveillance en continu de mes différents polluants sur mon bâtiment, quel type de matériaux je peux utiliser. La certification HQE ou BREEAM me demande de travailler sur des notions de commissionnement. On va le voir après, on va rentrer un peu plus en détail. Comment je peux demander à mon partenaire technique sur ces sujets qu'il puisse s'intégrer un peu plus facilement sur ces notions. Donc, l'idée, c'était de voir un peu, prendre un panel de produits qui, Céline va en parler mieux que moi, mais comment, sur ce panel de produits, l'interface se fait avec les différentes exigences réglementaires, les différentes exigences normées, mais également les exigences relatives aux certifications environnementales qu'on a listées tout à l'heure. On va traiter de différents sujets. Encore une fois, on a fait quelques focus et l'idée, c'était de pouvoir travailler sur la réalisation de fiches produits par typologie de produits et de voir un peu comment elles s'interfacent avec les certifications environnementales. Je laisse la main à Céline qui en parlera beaucoup mieux que moi. Oui, merci Yann. Donc, dans cet exemple qui vous est montré à l'écran, donc on a présenté la fiche de référence, la fiche d'aide à la prescription de la nouvelle Powerbox en rapport avec les certifications environnementales BREEAM, HQE et label confort d'usage WELL Osmose. Donc, dans cette fiche-là, l'exemple est vraiment la nouvelle Powerbox pilotée par la régulation des états de jeu. On va y retrouver le descriptif des grandes fonctions qui sont en rapport avec toutes ces notions de qualité d'air et autour des exigences principales des différents labels. On va aussi y retrouver toutes les documentations qui justifient finalement ce rapport aux exigences, que ce soit les fiches sanitaires, les fiches techniques, la valorisation, les éléments de valorisation matière et énergétique, tous les éléments en matière de recyclabilité. Et également, vous allez y retrouver un tableau avec les exigences qui peuvent être bonifiées grâce à l'utilisation d'un produit tel que celui-ci. Donc, l'objectif de ce partenariat, c'était vraiment de consolider des fiches et ces fiches seront mises à disposition dans le catalogue Francaire. L'idée, c'est vraiment de donner les éléments importants et qui permettent de faire le lien entre la ventilation et les labels et de voir comment s'articulent finalement les points forts qualité d'air en matière de ventilation et les réponses aux exigences qui peuvent vous permettre de gagner des points. Si on regarde on va un petit peu plus dans le détail pour faire le point entre tout ce qu'a dit Yann et les produits, les solutions de ventilation. Une bonne qualité d'air nécessite une ventilation performante.
Donc, on va un petit peu faire le tour de tous les polluants qu'on va retrouver dans les différents milieux et des solutions qu'on peut mettre en face. Lorsqu'on part de l'air extérieur, on va y retrouver toutes les pollutions de proximité, que ce soit les NOx, les CO, les PM. Et dans ce cadre-là, les typologies de solutions qu'on peut mettre en place, évidemment, tournent autour de l'étanchéité, que ce soit des bâtiments, mais plus en particulier ici des réseaux aérauliques. On va aussi avoir recours à des solutions de filtration, qu'elles soient particulières ou moléculaires. Donc, généralement, on va retrouver ces systèmes de filtration directement dans les centrales. Si on regarde autour du comportement des usagers, on va retrouver une pollution de type CO2, humidité, virus, c'est d'actualité, pollution biologique. Et lorsqu'on regarde aussi les pollutions qui émanent du mobilier, on va retrouver tout ce qui est COV, hydrocarbures. Donc, ces types de pollutions peuvent être traités grâce aux solutions de renouvellement d'air. On va en parler plus en détail après. En général, c'est des centrales régulées sur sonde avec soit un polluant spécifique, soit multicritères. Également, un autre type de polluant qui émane des produits et des équipements de construction dont a parlé Yann juste avant. Donc, sur ces polluants-là, on a recours à de la ventilation de chantier pour, on va dire, nettoyer le bâtiment à réception et éviter et pouvoir faire bénéficier aux occupants d'une très bonne qualité d'air lors de leur entrée dans le bâtiment. On va pouvoir également, en 5, on voit mesure qualité d'air, donc on va pouvoir avoir recours également à des systèmes de mesure, des stations de mesure qui vont pouvoir nous donner de l'information sur la qualité d'air en temps réel et justement pouvoir finalement donner une information de sécurisation aux occupants pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont une bonne qualité d'air et ils sont dans des situations idéales pour travailler ou pour vivre. Donc, ce qui est très, très important, c'est également le contrôle à réception des installations de ventilation et également de s'assurer d'une maintenance irréprochable, que ce soit en matière de filtration ou de divers pièces sur les centrales, par exemple double flux. Si on veut regarder un petit peu plus en détail, donc la première solution dont on a parlé, c'était tourner autour de la filtration. Donc, il y a pléthore de systèmes de filtration qui sont proposés en matière de ventilation. Et ces solutions de filtration répondent, comme le disait Yann, à des besoins spécifiques liés à la qualité d'air extérieur et également à la typologie d'activité qu'on veut avoir à l'intérieur du bâtiment. Donc, la NF ISO 16890 propose depuis juillet 2018 un classement des filtres selon des efficacités face à 3 tailles de particules. Donc, on va avoir des PM10 en passant par les PM2,5 et PM1. Donc, on va pouvoir avoir des filtres qui vont Ah, il me semble qu'on a perdu Céline. On va se laisser quelques instants et sinon je prendrai le relais. Peut-être pas aussi bien qu'elle, mais je prendrai le relais. Je pense qu'elle est connectée en 4G et c'est ça qui pose problème. Ah. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la filtration, je vous invite à consulter éventuellement le dossier technique qui existe sur le sujet, qui a été fait par Céline justement, et que je vous envoie tout de suite. Là, vous aurez tout un tas d'informations sur la filtration. On a pu voir vos différentes questions. Vous inquiétez pas, on va y répondre avec grand plaisir. Oui, effectivement, le support sans souci. Je réponds très très rapidement. Oui, il existe effectivement sur les points qu'on a pu voir un certain nombre de prérequis et de niveaux de certification qui sont demandés. C'est un mix des deux en clair. Mais on va revenir plus en détail dessus. Sur les slides d'après, il y a certaines exigences qu'on lie directement aux certifications. Sur la procédure de flush out, on va en reparler tout à l'heure. C'est quelque chose qui a fait ses preuves, qui peut être critiquable effectivement parce que ça demande un niveau
surventilation, donc je dirais une surconsommation énergétique qui est évidente. Il est tout à fait possible de mixer les deux. Je pense que le meilleur des systèmes est d'avoir un système de surveillance des différents polluants pour savoir de quoi on parle. Et puis peut-être effectivement de tester, hein, parce il n'y a pas de solution toute faite. L'idée est de pouvoir traiter des sujets, de commencer effectivement par une aération du bâtiment et peut-être compléter par un flush out, je dirais, pour compléter et amener un système de pollution de l'air intérieur qui soit un système qui soit, on arrive à traiter ce sujet de pollution de l'air intérieur, pardon. Voilà, donc la base, à mon sens, la base étant de pouvoir travailler avec un système de surveillance. Quels polluants sont concernés et derrière, de quelle façon on peut y répondre par des procédures adaptées. Je pense que Céline nous a rejoint, elle a eu une petite perturbation. Excusez-moi, mais oui, elle est de retour. Oui, effectivement, les conditions ne sont pas idéales. J'ai été éjectée de mon réseau 4G. Je suis vraiment désolée. Vous m'entendez? Oui, très bien. Yann, vous m'entendez? Oui, très bien. Excusez-moi. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on peut aller du filtre effectivement grossier jusqu'au filtre ISO-EPM1 qui va pouvoir arrêter tout ce qui concerne les virus, les gaz d'échappement, etc. Donc, il y a une grande variabilité de filtres proposés dans les systèmes de ventilation et le choix va vraiment dépendre des attentes en matière de qualité d'air intérieur et de l'environnement dans lequel on s'y trouve. Donc, en matière des labels, exactement, Yann va peut-être expliquer plus en détail les liens entre les exigences et les solutions de filtration. Alors, à titre d'exemple, et pour répondre à la question de tout à l'heure, en fait, il existe effectivement des labels qu'on a pu voir, différents points sur la filtration qui peuvent être traités. Céline a parlé de la filtration, donc l'efficacité de la ventilation et la filtration vont être des éléments prépondérants, et de quelle façon on apporte de l'air neuf sur le bâtiment. Mais au-delà de ces activités, il y a aussi tout un système de tests, je dirais, et de vérifications qui sont faites au moment de la livraison. Je prends l'exemple du HQE bâtiment durable, mais c'est un thème qu'on retrouve également dans le BRIM, qui est le sujet du commissionnement. Je fais un petit focus sur le commissionnement pour que tout le monde puisse avoir à peu près le même niveau d'approche. Le commissionnement, on retrouve deux types de commissionnement, un commissioning à réception et un commissioning saisonnier. Là, on parle plus du commissioning à réception. Le commissioning, voyez-le comme des opérations supplémentaires au moment où le bâtiment est en livraison, qui sont faites en parallèle des OPR, en complément des OPR. Et l'idée, c'est d'aller au niveau technique, donc sur les différents lots, que ce soit le lot ELEC, courant fort, courant faible, le lot CVC, le lot plomberie, le GTB, et des fois le lot ENR, donc énergie renouvelable au sens large, d'aller titiller un peu plus l'entreprise sur des points techniques un peu plus poussés que la vérification, la simple vérification, alors c'est pas péjoratif, hein, mais la simple vérification qui sont faites au moment des OPR, voir si tout fonctionne. Là, on est plus dans une approche de performance énergétique et de performance technique. Donc, c'est quelque chose qui va être vérifié dans le cadre des certifications. Alors, on peut citer par exemple le HQE bâtiment durable, où on va réaliser des opérations de commissionnement, c'est-à-dire qu'à la fin, au moment de la livraison, on va aller titiller, donc l'AMO et son équipe vont aller titiller un peu plus l'entreprise sur les lots dont j'ai parlé tout à l'heure, pour réaliser un certain nombre d'essais supplémentaires et notamment demander aux entreprises de réaliser des protocoles d'essais de manière à vérifier que les installations techniques peuvent être poussées ou peuvent être dans l'objectif de performance demandé soit par le constructeur, soit par les certifications. Donc, on va retrouver cet aspect de commissioning à la fois dans le HQE bâtiment durable, mais également dans le BRIM. Donc, c'est sous couvert du crédit management 4. De la même façon pour les systèmes de filtration. Donc, ça, c'est des sujets qui sont vus pendant le commissioning. Mais on va voir aussi que la qualité d'air intérieur par le système de filtre dont a parlé Céline tout à l'heure, par la typologie de filtre plus précisément, va pouvoir avoir un impact directement et je dirais aller dans le sens des certifications.
Encore une fois, l'idée d'une certification est de mettre un ensemble de bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves sur les bâtiments et de voir de quelle façon on peut, je dirais, combiner tous ces éléments pour arriver à un résultat optimum, en l'occurrence ici sur la qualité d'air intérieur, mais on peut travailler sur d'autres sujets. Il y a évidemment un sujet qui s'entrecroise assez logiquement, c'est aussi de travailler sur l'exploitation et la maintenance. La règle de base que j'ai pu apprendre au fur et à mesure au tout début quand j'ai commencé à travailler, c'est de travailler sur une maintenance qui soit simple. Quand on conçoit un bâtiment, on doit penser à la maintenance et on doit penser à une maintenance simple. On doit penser à l'après. De quelle façon j'exploite mon bâtiment, comment le mainteneur va pouvoir travailler sur ses installations, comment il va pouvoir changer ses filtres, comment il va pouvoir travailler pour relever ses consommations, etc., etc. Donc, concevoir une maintenance simple, et c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion humblement d'appréhender dans les certifications, que ce soit les certifications HQ Bâtiment Durable, donc la dernière en piste, mais sur sa grande sœur, qui est le NFHQE Bâtiment Tertiaire, donc qui, je dirais, est toujours plus ou moins d'actualité, mais qui est un peu en part de vitesse, puisque le nouveau référentiel a été mis en place, le HQ Bâtiment Durable. Mais c'est des points qui sont pris en compte. La conception de l'ouvrage pour une maintenance simplifiée, l'idée est de pouvoir travailler sur des systèmes de filtration qui se changent assez facilement, qui soient faciles à travailler et surtout qu'on soit dans une conception simple, efficace et surtout à moindre coût pour le maître d'ouvrage. On peut aborder l'autre thème qui est au-delà de la filtration, qui est l'étanchéité, sur lequel je vais laisser la main à Céline. Merci. J'ai coupé la caméra pour avoir plus de fluidité. Donc, la deuxième solution portait autour de l'étanchéité des bâtiments et là plus spécifiquement des réseaux. Donc, pour avoir une bonne étanchéité des réseaux, il existe des systèmes type accessoires à joints qui permettent de drastiquement réduire le taux de fuite et de ce fait améliorer la qualité d'air globale et également par ailleurs la performance énergétique du système et du bâtiment. Le deuxième point dont je voulais parler, c'était l'étanchéité des équipements de ventilation à vérifier grâce à finalement des classements type EN 1886 qui vont nous donner une sécurisation sur, par exemple, les taux de fuite, la qualité de l'isolation ou la qualité de l'absence, de pont thermique. Donc, par exemple, sur notre nouvelle Powerbox dont je parlais tout à l'heure, on est en classement L1, T2, TB2, qui nous permet d'avoir une bonne étanchéité et une bonne finalement performance et qualité d'air qui va finalement permettre de nous avoir au global, une étanchéité, contribuer à l'étanchéité globale du système. Donc sur les... Et pour juste compléter, pour compléter ce que vient de dire Céline, c'était déjà parfaitement complet, tout est dit, je crois, mais il y a aussi l'impact de ce type de paramètres sur l'étanchéité, sur la performance énergétique. Et ce sont des paramètres, encore une fois, qu'on retrouve. Alors là, j'ai fait un petit focus sur l'ancien référentiel, mais c'est juste à titre d'exemple, sur la performance énergétique du bâtiment. Encore une fois, avoir des classes d'étanchéité qui sont bonnes. Il y a un classement qui existe, Céline en a parlé, classement qu'on va retrouver effectivement dans ces prescriptions de certification sous forme relativement sommaire, mais qu'on retrouve et qui sont directement impactés sur les deux aspects, effectivement, donc étanchéité, performance énergétique et évidemment qualité du traitement. Donc, la troisième solution dont on a parlé dans les petits items autour de la maison pour avoir une bonne qualité d'air, c'est l'aspect renouvellement d'air. Donc, dans cet aspect-là, on va avoir évidemment la ventilation double flux qui nous permet d'avoir un apport d'air neuf filtré,
une extraction d'air vicié et puis également d'apporter du confort grâce à des systèmes de préchauffage ou pré-rafraîchissement. Donc, soit par par le biais de batteries eau froide et eau chaude post-échangeur, soit par des systèmes, par exemple, adiabatiques sur le flux d'air repris, qui nous permet d'augmenter la température, le confort au soufflage en période d'été, soit en ajoutant des pompes à chaleur intégrées, par exemple, dans les centrales double flux, qui nous permettent effectivement d'avoir un confort accru, un confort thermique accru. En matière de renouvellement d'air également, il y a tous les systèmes de régulation embarqués à la centrale double flux, donc qui nous permettent d'avoir des fonctionnalités de gestion de la QAI intelligente, et également et surtout de la ventilation sur sonde QAI. Donc ces sondes QAI, il en existe un certain nombre. Il y a des possibilités d'avoir des mesures combinées sur plusieurs paramètres. Je vous ai en mis un en exemple qui est présent dans notre catalogue. Donc, on va mesurer sur le CO2, le COV et l'humidité. Et également, il y a des typologies de sondes qui peuvent piloter sur les particules fines PM. Là, c'était certains exemples, mais il y en a d'autres qui sont également pilotables sur des profils physiologiques. Yann, je vous laisse la parole sur le détail des labels. Oui, alors effectivement, sur le renouvellement d'air, on retrouve un peu les termes dont on a parlé. On a parlé du commissionnement, on a parlé de la maintenance simplifiée, on a parlé de la performance énergétique. Il y a aussi des thèmes qui vont toucher à la fois la livraison, mais également penser déjà à l'après. Je fais le focus sur le BRIM, notamment sur le crédit HEA2 qui concerne la qualité de l'air intérieur. On va évidemment, le référentiel va demander effectivement de travailler sur ces sujets de filtration, mais également en fonction il y a un lien direct, encore une fois, par rapport aux produits qui ont été mis en place dans le bâtiment et leur teneur en COV, en formaldéhyde, qui est une autre forme de composés organiques volatiles, mais également sur les composés organiques volatiles totaux, de mettre en place un système de surveillance. C'est-à-dire que au moment où le bâtiment va être livré, il y a des mesures qui devront être faites pour vérifier qu'on est bien dans les taux d'émission acceptables, à la fois ceux recommandés par le BRIM, mais également ceux recommandés par l'OMS, et demande à ce que si ces taux soient, dépassés, c'est plutôt dans ce cas-là dont on se place, si ces taux sont dépassés, de procéder à soit une aération, soit un système de surventilation. Donc, il y a un lien direct entre matériaux, mesures. Encore une fois, je réponds à la question qui a été posée un peu sommairement, mais on va y revenir. Encore une fois, le système de mesure, je mets en place des matériaux, je vois quel est l'impact. On est dans une approche un peu expérimentale, malgré tout. Pas prédéfinir, créer un modèle en fait en fonction des matériaux. C'est des choses qui se mettent doucement en place, mais qui sont plus pour le moment du domaine expérimental. De créer un scénario en fonction des matériaux que je mets en place et derrière de pouvoir simuler, on va dire, comme on pourrait le faire pour un calcul de facteur lumière-jour ou d'apport de lumière naturelle ou une simulation thermique. Là, on est plus dans le domaine expérimental, c'est-à-dire qu'on met en place des matériaux en essayant qu'ils soient le moins émissifs possible, et on va mesurer, de voir exactement en termes de COV, formaldéhyde et tous les polluants qui peuvent exister. Alors, ça compense aussi également le CO2, ça compense effectivement, les différents oxydes et dioxydes qui peuvent exister et qui peuvent être source d'inconfort ou de problèmes de santé. Et derrière ça, d'adapter avec un système de traitement de l'air et de renouvellement plus poussé. Les autres thèmes ont été un petit peu abordés. On a parlé, donc, je disais, du commissionnement. On a parlé du traitement en fonction de la localisation.
Un des points qui est très bien abordé, je trouve, dans le référentiel HQE bâtiment durable, c'est le lien direct entre, il y a 3 catégories d'air extérieur, qui sont donc évidemment un air de ville assez, assez urbanisé, et mettre en parallèle à côté une race campagne. Donc il y a 3 niveaux, et en fonction de ces 3 niveaux, on va avoir un traitement d'air qui est directement relié, et le référentiel explique les systèmes de filtration qui devront être mis en place. Donc il y a une décortication qui est faite pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou pour le maître d'ouvrage, de manière à montrer que voilà, on est dans tel cas, donc il y a tel système de filtration qui doit être mis en place pour permettre d'avoir une qualité d'air intérieur qui soit optimale. On a parlé du commissionnement, on va pas revenir dessus, mais ça me semblait intéressant d'avoir ces deux aspects. L'aspect, je dirais, qualité intrinsèque, je pars de mon bâtiment, qu'est-ce que j'en fais et de quelle façon je le traite. Et derrière, après, j'ai traité mon bâtiment, j'ai choisi des matériaux qui étaient peu émissifs, de quelle façon je m'assure à ce que quand mon bâtiment est réceptionné, on se trouve dans un cas de qualité d'air, on va dire, relativement correct ou optimum. C'est à la fois ces aspects qui sont traités dans le HQE, dans le BRIM, mais aussi ensuite, là on est dans une approche un peu plus fine, donc là je parlais je dirais des approches un peu globales. On peut parler du osmose, où on va vérifier les débits d'air par la mesure. Est-ce qu'on est donc sur des débits d'air réglementaires? Est-ce qu'on est sur des débits d'air un peu plus poussés? Parce qu'on est dans un contexte particulier, le cas d'une école, hein, qui est tout à fait à propos. Voilà, donc il y a l'approche un peu globale, et après on fait focus sur des besoins particuliers, comme peut le faire sur le well ou le osmose. Sur la solution suivante, on parlait d'épuration d'air en matière de qualité d'air intérieur, qui sont des systèmes complètement complémentaires au système de ventilation. Donc ici, on va parler de dépollution et de désinfection de l'air intérieur. J'ai choisi de mettre en avant sur cette slide 2 technologies. Donc la première, la photocatalyse, donc qui est une technologie d'oxydation avancée reposant sur l'activation d'un catalyseur par la lumière. Donc, dans ce type de technologie, on va épurer l'air qui va passer au travers du système. Donc, il existe des épurateurs mobiles et puis des épurateurs en gaine que l'on peut mettre en place en connexion avec une centrale d'air. Et la deuxième technologie que j'ai choisi de mettre en exergue, c'est une technologie qui est éprouvée plutôt dans le milieu hospitalier, mais qui a tout à fait sa place, notamment dans le contexte actuel Covid, qui est la technologie plasma froid. Donc, cette technologie va permettre de produire des ions positifs et négatifs qui vont se propager dans l'air ambiant et neutraliser les COV, les odeurs et les virus. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, notamment dans le contexte actuel. C'est une épuration dite active, puisqu'elle va travailler sur l'air ambiant, sur l'air et également les surfaces. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec cette technologie. Autre point, elle permet d'avoir une consommation très très faible, puisqu'il y a très peu de perte de charge, et également peu de maintenance. En ce qui concerne le raccrochement des solutions d'épuration dans les différents labels, Yann? Oui, tout à fait. Je vous laisse la parole. Oui. Et il existe, encore une fois, au-delà de la surventilation, qui sont des systèmes un peu bruts, si on peut dire, il existe effectivement des systèmes qui vont permettre de travailler sur l'épuration dont Céline a parlé, et de répondre à des critères, notamment ceux du well, sur la purification de l'air avancé, et notamment à savoir soit sur des process de photocatalyse, soit sur des process de plasma froid. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir à chaque fois, c'est que il existe on peut prendre le problème encore une fois en amont, avec les matériaux et comment on construit le bâtiment, mais il y a aussi des solutions qui existent. Je dirais une fois que le bâtiment est un peu
en marche de pouvoir traiter ces sujets. Donc, on peut effectivement mettre en place soit ces systèmes en conception, soit traiter plutôt en exploitation, ce qui n'est pas forcément le mieux étant de pouvoir anticiper au maximum ces questions-là. Après, encore une fois, c'est un sujet de maîtrise d'ouvrage et de choix de construction de bâtiments. En matière de mesures QAI, donc il existe des capteurs, des stations de surveillance de la QAI, donc qui vont mesurer les taux de particules fines globales, des taux de PM2,5, les taux de COV, de température et également des taux d'humidité. Donc, grâce à des systèmes, enfin des stations assez simples, on va pouvoir suivre, enregistrer la qualité d'air intérieur dans les locaux type école, bureau ou intégrés dans un bâtiment avec des personnes fragiles ou vulnérables. En matière de label, Yann. Votre micro est coupé, Yann. Ah, pardon, mea culpa. C'est mieux? Ça semble mieux. Oui. Encore une fois, on retrouve ce système de mesures qui vont permettre de travailler. Alors, j'ai parlé des COV, mais l'hygrométrie, la température ou même les particules fines sont source soit de pathologie, soit d'inconfort. Et de pouvoir surveiller en permanence et d'avoir un système qui peut être relié, par exemple, à une GTB, de permettre à une maintenance beaucoup plus facile et beaucoup plus fine de ce type de paramètres. Paramètres et exigences qu'on va retrouver, encore une fois, dans les labels qui sont dans ce type de label. Alors là, j'ai fait le focus sur Osmose. Mais on est dans le cadre d'une surveillance de qualité d'air intérieur et de respect des valeurs guides qui sont détaillées dans le référentiel. Mais voilà, encore une fois, ce qu'il faut retenir ici, c'est j'ai beaucoup parlé peut-être à tort des COV, mais aussi on est dans des systèmes de surveillance qui travaillent à la fois sur les particules fines, mais également sur la température, sur le taux d'humidité, tout ce qui va être sujet soit à dysfonctionnement, je dirais, et entraîner des pathologies, soit, je dirais, plus des notions de confort, mais qui sont fondamentales dans la construction d'un bâtiment sur lequel on veut vraiment mettre l'exergue sur ces thématiques-là. En matière de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les labels confort d'usage donnent une vraie valeur aux bâtiments tertiaires centrés sur l'occupant, tout en garantissant son confort et son bien-être, et quelque part sa performance et sa santé. Les solutions de ventilation, de traitement d'air et de purification de l'air sont bien au cœur de la conception de ce bâtiment sain et confortable. Ce que voulait également ajouter Yann, je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, ce qui donne l'émergence je dirais des réglementations, des normes ou même des certifications, c'est un contexte. Aujourd'hui, on a pu s'apercevoir que nombreux sont les bâtiments qui sont labellisés au niveau environnemental. La question aujourd'hui n'est plus de se dire est-ce que je fais du HQ et du BREEAM? La réponse est oui. Mais de quelle façon je place mon utilisateur au sein du bâtiment, de quelle façon je le centre. Donc, on est sur des bâtiments centrés utilisateurs, encore une fois. Et au-delà de cette approche, il y a d'autres, je dirais, d'autres certifications et labels qui voient un peu le jour. Juste pour sortir 2 minutes du sujet, on a l'aspect confort, santé, bien-être, mais on a aussi l'aspect connectique et IT qui se développe énormément sur les bâtiments. Donc, aujourd'hui, on ne pense plus un bâtiment au niveau environnemental et énergétique, la question est évidente, mais de quelle façon on est différenciant et de quelle façon, je dirais, on a une approche qui permet d'avoir un utilisateur qui se sent bien dans son bâtiment et également un utilisateur qui a les moyens et les outils de travailler. Donc, le contexte fait que
on est dans une approche qui, par le contexte soit de Covid, comme on a pu le connaître, soit par des problématiques de santé qui sont remontées au travers des bâtiments. Le syndrome du bâtiment malsain n'est pas quelque chose de nouveau. Vont appeler à avoir une autre approche réglementaire et normée et vont inspirer, je parle un petit peu plus fort, je m'en excuse, le curé a décidé de nous embêter à midi, vont amener les certificateurs et les labellisations à penser autrement et à s'inspirer de ces nouvelles réglementations et normes qui sont issues d'un contexte pour développer justement ces guides et permettre aux maîtres d'ouvrage de travailler dans des conditions et de créer des bâtiments et de mettre en lumière des bâtiments pensés différemment. Et ce qui amène évidemment à travailler au niveau technique, c'est pour ça que j'ai mis un onglet recherche et développement, sur des produits qui sont innovants de manière à, je dirais, à entraîner un espèce de cercle vertueux pour ces typologies de sujets. On va enchaîner avec une petite présentation de nos entités, très rapide. L'idée, c'était pas que vous tombiez de votre chaise. Pour parler rapidement de ce Cotec Immobilier Durable, on est donc issu de la grande famille au logo bleu. Notre filiale a vu le jour dédié au métier de la construction, de la rénovation, de l'exploitation et du patrimoine immobilier. Il y a maintenant quasiment 2 ans. L'idée, c'était de travailler comme on le faisait déjà, mais avec un peu plus de visibilité sur les sujets d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais également de quelle façon on travaille sur un bâtiment différenciant. Encore une fois, HQE BREEAM, c'est très bien, c'est un bon point d'entrée. Et de quelle façon on travaille aussi sur des bâtiments qui sont plus intelligents, donc l'aspect IT, et plus humain, l'aspect confort, santé, bien-être, et comment on arrive à harmoniser le travail et le vivre ensemble. Rapidement, on a une trentaine de consultants basés sur toute la France, avec toutes les accréditations que vous voyez sur la slide. On a un gros travail qui est fait sur le WireScore, donc qui est un label Connected IT, le Fitwel, le WELL, que ce soit le LEED, le BREEAM, le HQE. Enfin, voilà, on est amené à travailler sur tous ces sujets-là. On a également des écologues, parce que c'est une des forces de ce Cotec, d'avoir un panel de spécialistes, que ce soit des écologues, des électriciens ou des thermiciens, pour travailler sur ces sujets-là. Encore une fois, un maillage relativement conséquent sur la zone France. Je laisse Céline se présenter. Tout à fait, merci. Donc, Franc'Air a pour mission d'offrir des solutions qualité d'air confortables, saines et efficaces. Donc, Franc'Air est un concepteur et distributeur de systèmes de traitement d'air pour le bâtiment tertiaire, mais aussi l'habitat, l'hygiène hospitalière et les cuisines professionnelles. Nous fournissons des solutions de ventilation, finalement la diffusion d'air, la filtration, la récupération d'énergie, le chauffage et la clim, jusqu'à la protection incendie. Donc, nous avons un catalogue conséquent avec plein de produits couvrant justement toute la chaîne de la ventilation à la diffusion d'air. Et nous avons également des services techniques et une force commerciale nombreuse pour répondre aux questions et aider au montage de projets et accompagner tout au long des projets le client. Il y a aussi également un guide tertiaire qui est à disposition, qui propose des solutions par typologie de segments en tenant compte de la conciliation entre la qualité d'air, la performance énergétique et le confort. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Merci pour votre attention. Merci à tous. Merci. Loïc, pour les questions. Oui, alors, on a plusieurs questions. On va commencer par
Une question de Cédric qui voulait savoir ce qu'on entendait par un débouchage, par un bouchage des gaines de ventilation. Est-ce que c'est lié à l'étanchéité? Et je pense que oui, à partir du moment où on a un réseau étanche avec des systèmes à joints, on limite la déperdition dans le réseau. Alors, non, c'est en fait, c'est vraiment enfin, entre guillemets, un autre sujet. C'est quand vous voyez les gaines de ventilation qui sont posées sur les chantiers, les gaines ne sont pas bouchées, en fait. Et la poussière qu'il peut y avoir sur le chantier rentre dans les gaines, ce qui a comme conséquence, en fait, directe au moment où le bâtiment se met en vie, commence à respirer, au sens figuré. On a des sujets de filtres en fait qui se retrouvent complètement obstrués par les différentes poussières qui ont pu s'accumuler dans les systèmes. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir boucher ces gaines, ces réseaux soit avec des je cherche le terme des charlottes en plastique, de manière à pouvoir monter ces systèmes de ventilation et éviter la pollution au sens un peu imagé, par les différentes poussières qui pourraient s'accumuler dans les réseaux. C'est plus cette approche-là dont on voulait parler. Et évidemment, et effectivement, pour compléter, bon nombre de systèmes peuvent être livrés avec des protections, justement pour éviter, en attente de montage de gaines, d'empoussiérer les équipements. Très bien, merci à vous. Une question d'Antonine sur le slide 11. Les bonnes pratiques sont-elles aujourd'hui des prérequis dans les certifications ou est-ce qu'elles apparaissent pour des niveaux élevés de certification? Alors, je vais essayer de lister à peu près tous les prérequis qu'il y a. Concrètement, le commissioning, en fait, ça dépend du niveau. Je ne veux pas faire une réponse de Normand, mais ça dépend du niveau de certification. Mais on peut parfaitement labelliser une opération sans faire de commissioning. On peut parfaitement labelliser une opération. Je parle en BRIM. Je fais le focus sur le BRIM parce que sinon la réponse va être un petit peu longue, mais ça va permettre d'éclairer un petit peu. On peut parfaitement ne pas traiter le sujet. Je le dis à petite voix parce que c'est quand même moi j'ai du mal à le dire. Mais on peut ne pas traiter le sujet de la qualité d'air dans le bâtiment pour la certification BRIM et avoir une certification niveau good. C'est pas un prérequis. Les prérequis vont plus être niveau. Alors après, tout dépend du niveau. Si on mise un niveau excellent, c'est autre chose. Encore une fois, on est dans une autre approche, mais pour un niveau moyen, le prérequis sur le sujet de la qualité d'air intérieur, encore une fois, c'est un référentiel international, c'est l'utilisation de l'amiante. On est sur une autre approche. Mais on peut, ceux qu'on a listés, ou pour la plupart, sont plus des thèmes à choisir que des prérequis. Voilà, pour répondre à la question. Merci Yann. Une autre question d'Antonine qui était concernant la localisation. Qu'est-ce qu'on entend par localisation quand on est au niveau du choix du niveau de filtration? Elle prend l'exemple d'une proximité avec une voie ferrée ou une usine, par exemple. Tout à fait. Oui. Alors, il existe… J'allais dire qu'il existait justement par rapport à la position, on va dire, à la position dans la France, enfin, je veux dire, quelle ville, quelle zone en France, il existe, on va dire, des mesures de qualité d'air. Donc, on peut savoir précisément par rapport où on est, quelle est la qualité d'air du lieu. Et par rapport à la norme, on peut savoir aussi précisément quelle est la qualité d'air intérieur attendue par rapport au type d'occupation. Est-ce une présence intermittente? Est-ce un bureau où quelqu'un va être 24 heures sur 24 à l'intérieur? Donc, ce type d'occupation va nécessiter finalement un type de qualité d'air attendue plus forte que, par exemple, si une personne est là 10 minutes par jour. Et grâce à ces données d'entrée et de sortie, on est capable de déterminer quel est le niveau de filtration requis pour avoir justement la qualité d'air voulue. Donc il existe des tables, effectivement, il y a deux points d'entrée, il y a la qualité d'air extérieure, il y a la qualité d'air attendue, et on a possibilité aussi d'aider sur cette partie du choix de filtration.
Ok, merci Céline. Une question intéressante, je trouve, de la part de Rémi, qui nous dit que, en fait, la réglementation française sur les débits de ventilation, est-ce qu'ils vont être revus à la hausse et augmenter le renouvellement d'air et la qualité d'air pour coller en fait aux nouvelles étanchéités des bâtiments? On le sait, les bâtiments sont de plus en plus étanches, les réseaux sont de plus en plus étanches. Est-ce qu'il va y avoir une exigence de la réglementation française ou ça va rester identique? Alors, à ce jour, on va dire que la réglementation française est au niveau qu'elle est. Il n'y a pas d'augmentation de débit d'air. Par contre, effectivement, les normes qui existent proposent des normes justement qui préconisent une bonne qualité d'air, justement proposent des surdébits pour justement apporter cette bonne qualité d'air. Donc, elle propose des augmentations de débit par personne pour une meilleure, une qualité d'air qui sont en adéquation avec finalement le contexte de recherche de cette santé et ce confort des personnes. Donc, on peut s'appuyer sur des normes qui existent et qui sont souvent le socle des futures exigences. D'accord, merci. Une autre question que je remarque qui a l'air intéressante, c'est Claude qui pose la question. Le label Osmose peut-il qualifier l'habitat? Et surtout, comment mesurer le débit d'air neuf quand nous ne savons pas les prises d'air sur l'ouvrant? Est-ce qu'il y a des méthodes spécifiques ou Alors, sur l'osmose, l'osmose se retrouve principalement sur le tertiaire. Aujourd'hui, on peut plus, si on doit travailler sur parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'osmose prend en considération effectivement les sujets de qualité d'air intérieur, mais il y a un aspect aussi ressources humaines dont j'ai parlé, donc qui n'est pas du tout applicable, on va dire, sur l'aspect résidentiel. Si on doit travailler sur l'habitat, à mon sens, le label dont j'ai parlé tout à l'heure, intérieur, est beaucoup plus à propos. Donc, voilà. Après, même si dans le osmose, pour rentrer un peu dans 2 minutes dans le osmose, voilà, merci. On peut travailler sur différents axes, différents leviers, pardon. Le terme axe n'est pas bien choisi, levier. L'axe 1 étant le bâti, l'axe 2 étant plutôt lié aux ressources humaines. Et il y a un troisième axe qui m'échappe là tout de suite, donc on est plus à propos dans le milieu tertiaire. Voilà. Donc, par contre, il existe effectivement, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des solutions pour le résidentiel au travers du label intérieur, qui est aujourd'hui un label qui est relativement bien répandu. Après, reste encore une fois la question du choix du maître d'ouvrage sur le résidentiel. L'approche entre le résidentiel et le tertiaire n'est pas tout à fait la même. J'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, au regard du nombre d'échanges sur le chat, on sent qu'il y a un vrai intérêt pour ce sujet de qualité d'air intérieur dans les bâtiments tertiaires. Il est déjà 12h10. Ce que je vous propose, c'est de terminer le webinaire sur ces questions. On prendra le temps de répondre par écrit et de vous faire une FAQ et un emailing pour répondre à l'ensemble des questions et puis vous envoyer le replay afin de pouvoir améliorer vos connaissances sur la qualité d'air et les certifications. Voilà, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot de conclusion, Yann, Céline? Je suis galant, mais oui, j'ai quelque chose à dire, mais je te laisse la parole, Céline. Oui. Alors, je voulais juste vous remercier d'avoir été aussi nombreux à suivre notre webinaire. C'était un sujet sur lequel on a passé, on a beaucoup travaillé depuis ce début 2020 avec Yann sur les problématiques, sur les connexions justement entre la ventilation et le label. Et c'est un petit peu finalement la livraison d'un travail de plusieurs mois. Donc, c'était très intéressant aussi de présenter le sujet, d'avoir vos questions. Et également, on reviendra vers vous sur tous les sujets qui concernent l'épuration. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur la technologie placement froid. C'est un produit qu'on est en train de lancer, donc on reviendra très très rapidement vers vous sur ce sujet. Merci. Le mot de la conclusion va être relativement similaire. Merci.
Merci d'avoir pris le temps parce que on a tous, je pense que du travail et plein de beaux projets qui nous attendent. Mais merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de pouvoir participer à ce webinaire. C'était avec grand plaisir. Peut-être d'autres suivront et n'hésitez pas encore une fois à lister vos questions. On fera au mieux pour y répondre, comme l'a dit, je sais plus, Céline ou Loïc, sur le FAQ. Merci à tous, à toutes et tous Merci à tous. pour ce petit moment. Merci. Et puis, il y a une dernière question sur le plasma froid, mais on répondra par écrit puisque le produit est en cours de développement. Donc, Céline, on récupérera les questions et puis on pourra faire une réponse globale. Merci à tous pour votre participation. On espère que c'était à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas à nous faire des retours d'expérience. On serait ravis de pouvoir poursuivre avec d'autres webinars. Merci, Socotec. Avec grand plaisir. Merci, Céline. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.